Depuis quelque temps, ça n'arrête pas. Presque chaque mois est l'occasion d'un nouveau biopic, ces films biographiques censés raconter la vie tumultueuse de nos grandes stars à grand renfort de moyens hollywoodiens. Et ça a pas l'air d'être parti pour se calmer, hein. Artistes, musiciens, inventeurs, entrepreneurs, sportifs, figures politiques et autres stars, le biopic est une consécration, un genre d'entrée au panthéon des imaginaires collectifs. Au point qu'ils savent plus quoi faire pour se démarquer, hein, avec carrément cette année un film sur Robbie Williams où il est incarné par un singe en 3D. L'occasion pour nous d'aborder un paradoxe. Comment ça se fait qu'un genre pourtant basé sur les vraies vies véritables d'une multitude de vraies personnes tout à fait uniques, eh ben ça soit quand même un peu toujours la même chose? Les biopics se foutraient-ils pas un peu de notre gueule et seraient-ils devenus une formule commerciale comme les autres, transformant des individus en produits mercantiles? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Yeah, I'm ready. La vie, vous le savez, c'est pas un conte de fées, c'est compliqué et souvent plus étrange que la fiction. Elle ne suit aucune structure narrative, aucun poncif hollywoodien, et pourtant, les films censés la transcrire, si. Au point que le biopic est devenu un des genres les plus codifiés qui existent. Qu'est-ce que t'as, doudou, dis donc? Doudou, amène-toi. Ce paradoxe apparent s'explique en fait très bien si l'on se penche comme d'habitude sur les raisons d'être de ce genre bien particulier. Un biopic, c'est une mise en récit de la vie de quelqu'un. Je vous apprends pas grand chose là, hein, normalement, et ça devient très clair quand vous avez des biopics différents sur la même personne, parfois concurrents. Car il ne s'agit pas de documentaires qui, par ailleurs, ont eux-mêmes leur propre code et biais, mais bien d'un genre de fiction, comme les films historiques ou les histoires basées sur des faits réels. Or, deux fictions différentes ne découlent pas de la même démarche cinématographique, et c'est même plus décisif que la personne dont elles prétendent parler. Comme les deux Steve Jobs sortis à 2 ans d'intervalle, qui ne présentent pas du tout le personnage sous la même lumière, et tous les deux ont été critiqués pour leurs inexactitudes respectives, ou plutôt pour les libertés prises. Le Jobs de 2013, confié à un réalisateur exécutant, tient plus d'une volonté de performance de son acteur, Ashton Kutcher, producteur de film, et à écrire le plus vite possible un scénario sur un schéma assez convenu de Rise and Fall puis Re-Rise Again, histoire de coiffer les autres projets au poteau après la mort de Steve Jobs. Autrement dit, adapter dans la forme la plus classique du biopic la vie du type du moment. Alors que celui de Danny Boyle cherche plus à explorer des thèmes à travers une personnalité avec ses zones d'ombre, quitte à les mettre en scène d'une manière inventée, comme de mettre volontairement dans la bouche de Steve Wozniak des critiques courantes mais qu'il n'a jamais exprimées lui-même. On le doit à un réalisateur émérite et surtout au scénariste Aaron Sorkin, déjà responsable du Social Network de David Fincher sur Zuckerberg. Autrement dit, des auteurs qui ne cherchent pas tant la reconstitution d'une vie que le traitement d'un personnage fictionné. Quel que soit le traitement choisi, les fictions répondent à des techniques d'écriture qui sont pas là pour décorer et qui font des films des histoires, si ce n'est appréciable, au moins regardables. Comme vous l'imaginez bien, le simple fait de devoir compresser une vie entière en 2 ou 3 heures implique des choix. Des ellipses, des personnages supprimés et les implications de centaines de personnes synthétisées en quelques-unes. Ça implique nécessairement de taire certaines choses ou au contraire d'en monter d'autres en mayonnaise. Et quitte à ne pouvoir dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, carrément pouvoir mentir et inventer purement et simplement. Quand même, le sommet du problème du biopic, quand même, Greatest Showman avec Hugh Jackman. Qui est une putain de comédie musicale, genre, c'est vraiment, pour les amateurs de comédie musicale, en vrai, c'est trop bien. Genre vraiment les chansons, elles sont mortelles, il y a plein de bangers et tout. Et le propos du film en plus, c'est un peu un truc sur les freaks et sur l'oppression et la différence, et c'est très cul-à-praline libéral mais progressiste quoi. Donc le propos en plus il est mignon quoi, c'est chouette, il y a pas de problème. Mais genre ils ont quand même choisi de faire ça avec ce putain de P.T. Barnum qui est quand même un mec qui a existé, qui est le mec du cirque et tout, qui était quand même une raclure de bidet
du style vraiment le genre de mec qui exploitait tout le monde, notamment les frics, etc., qui faisait balancer les gens du train en marche quand ils pouvaient plus les payer, enfin en maltraitance animale aussi, il y a plein de trucs en exploitation, c'était un arnaqueur, il a monté plein de canulars pour se faire de la thune, vraiment, enfin c'est vraiment pas un mec bien ce type-là, et quand même utiliser ce mec-là pour faire genre c'est un personnage qui est le meilleur allié des gens différents, ils te font des chansons sur les freaks qui sont là genre non on emmerde la société qui nous rejette, et lui il leur quelque part il les aide en leur donnant un espace d'expression, et c'est un peu une safe place, d'une certaine façon c'est vrai, le cirque c'était un endroit où ces gens-là pouvaient vivre, etc. Mais pas P.T. Barnum, quoi. Genre, lui, c'était un mec qui les exploitait, c'était une raclure. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de ça, en fait? C'est... Pourquoi, en fait? Pourquoi donner cette image à un type qui a vraiment existé et pas s'inspirer un peu et faire un truc fictif? Parce que, enfin, voilà. Moi, j'adore le film, mais juste, c'est pas possible de... En fait, tu peux faire n'importe quoi avec un biopic, tu peux faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Après, du coup, c'est avec des bonnes valeurs, donc tant mieux, mais pour la mémoire de P.T. Barnum, ça serait quand même bien de se souvenir à quel point c'était une ordure, quoi. Ce seront en fait les choix effectués dans le cadre de ces contraintes qui vont déterminer le traitement du bonhomme. Quelles sources on choisit de croire et par quoi choisit-on de combler les trous? Dans un récit qui ne se repose pas uniquement sur des événements documentés, mais une vie entière, une intimité et des pensées qui nous sont inaccessibles. Et médium audiovisuel oblige, ces choix passent également par la mise en scène. Quelle image, littéralement, donner à l'homme, sous quelle lumière éclairer ses actes, quelle bande-son donner à sa vie. Surtout, on parle d'un des genres par nature les plus centrés sur un personnage d'exception. Un héros ou anti-héros, quand ce n'est pas carrément un genre de super vilain, comme dans le cas des très populaires récits sur des serial killers. Bref, des gens bien réels, mais qu'on perçoit déjà nous-mêmes à travers des archétypes. Là où ça devient important, c'est que ce prisme permet à une industrie d'appliquer à des vies uniques ses recettes bien rodées et un peu toujours les mêmes visions du monde. Don't you agree, John Lennon? Yes, Dewey Cox. With meditation, there's no limit to what we can imagine. Le truc qui m'a fait comprendre le problème avec les biopics, c'est Walk Hard, The Dewey Cox Story, avec John C. Reilly, qui est de base plutôt une parodie de Walk the Line, le biopic sur Johnny Cash, mais qui en fait est une parodie de biopic. Mais tu te rends compte à quel point c'est tout le temps la même chose, en fait. C'est tout le temps les mêmes clichés, et ils ont tout mis dans le film, toutes ces histoires de cul et tout machin, où c'est tout le temps évidemment la même chose. T'as le truc de... il cherche la reconnaissance de son père, qui lui en veut parce qu'en fait son petit frère est mort, et le plus drôle, je crois que c'est le truc de la drogue, que t'as en fait dans tous les biopics, le mec qui tombe dans la drogue à un moment, et c'est un running gag dans le film il ouvre la porte des coulisses, et à chaque fois t'as ses potes musiciens qui sont ils sont là, ah qu'est-ce que vous faites, ils sont là, It's called cocaine, and you don't want no part of this shit. et en fait à chaque fois bam il tombe dedans évidemment et tout, et en fait il tombe dans la drogue, et c'est tout le temps la même scène. Get out of here, Dewey. We're smoking reefer, and you don't want no part of this shit. Il y a la scène où il se trouve une cause, il se met à se politiser sur un truc, et là c'est complètement con, il se met à se battre pour la cause des personnes de petite taille, mais dans les années 70, et du coup c'est filmé genre les mecs c'est des Black Panthers et tout, machin et tout, enfin tu vois ça, tu te dis mais en fait tous les biopics c'est tout le temps la même chose, c'est abusé quoi. You're still Dewey Cox, and you're the only man who ever will be. Car qui produit ces œuvres et pourquoi ? La démarche du biopic n'a rien à voir avec celle de travaux universitaires soumises à une certaine méthodologie. Alors, certes, en soi, n'importe qui est théoriquement en droit de produire un biopic sur n'importe qui. On a même plein d'exemples de films à charge, faits par des gens qui n'apprécient vraiment pas le bonhomme. Cependant, les petits arrangements habituels avec la réalité s'exposent alors à des attaques en diffamation ou en atteinte à l'image. Par exemple, il y avait un projet de film satirique sur les dernières années d'un Reagan malade, joué par Will Ferrell, dont on imagine bien, vu ses opinions politiques de Bernie Bro, qu'il aurait pas été très hagiographique. Et ça a été abandonné à la fois sous la pression d'associations de patients atteints d'Alzheimer et de la famille de l'ancien président des États-Unis.
Pour ces raisons, les biopics se font souvent avec la complicité de proches ou de personnes directement impliquées, voire par la personne elle-même. Querelle autour des 2 films en préparation sur Yves Saint-Laurent. On a déjà connu ça avec La Guerre des boutons ou avec les 2 films sur Chanel. D'un côté, le projet de Djalil Lesper, la romance entre le couturier et son compagnon Pierre Berger, avec le soutien de Pierre Berger. Et de l'autre, le film de Bertrand Bonello, qui n'a pas le soutien du gardien du temple. Et quand on dit qu'il n'a pas le soutien, c'est une litote. En fait, Pierre Berger fera tout ce qu'il peut pour faire capoter le projet de Bertrand Bonello. C'est pas un problème en soi, hein. Ça peut donner des films chouettes par ailleurs, mais c'est important de comprendre ce qu'on regarde. Suspension volontaire d'incrédulité, d'accord, crédulité, non. Surtout, et c'est d'autant plus vrai pour les biopics sur des stars, ils sont souvent produits avec un enjeu économique pour les studios, les maisons de disques et les ayants droit, pour qui le film doit booster les ventes et glorifier à minima une personne qui est au fond devenue une marchandise, un asset financier de leur catalogue. Donc bon, le but c'est pas de dégoûter tout le monde de ces créations, même si c'était un gros connard. On est fondamentalement dans l'inverse de séparer l'homme de l'artiste. Et bien sûr, ça n'empêche pas qu'ils peuvent plus ou moins assumer des zones d'ombre. Ils sont même un peu obligés. D'une, parce que les gens savent déjà certaines choses, donc faudrait pas trop ouvertement les prendre pour des pigeons. Ensuite, parce qu'une image d'Épinal parfaite, ça intéresse personne. L'intérêt, c'est quand même de faire une histoire, donc faut y mettre un peu de piment, voire de sulfureux. Mais comme les épices, à un dosage contrôlé. Prenons l'exemple de Bohemian Rhapsody, le biopic sur Queen et Freddie Mercury. À la base, ils avaient casté Sacha Baron Cohen, qui a fini par renoncer parce que lui, il voulait justement un film cash, honnête, qui montre tout. Alors que eux, non, ils voulaient le tampon tout public, grosse machine bien consensuelle. Donc les excès, les trucs trop limites et tout ça, ça dégage. Et en plus, ça a beau avoir été fait par des membres du groupe, c'est bourré de trucs faux. Notamment pour leur image, mais aussi pour créer artificiellement des enjeux de cinéma. Genre, ils sont quand même bien placés pour savoir que les aventures solo de Freddy ne leur ont jamais posé problème, et que le groupe a jamais splitté à cause de ça, ni même splitté tout court de son vivant. Pourtant, ils ont mis ça pour injecter du conflit et répondre au bon vieux trope du groupe qui se sépare parce que le lead il prend toute la lumière et comme ça, paf, le climax du film, c'est le bon vieux truc de la scène de reformation, alors que pas du tout. Tout comme ils lui ont fait leur annoncer sa séropositivité avant ce concert au Live Aid, alors que à ce moment-là, ils le savaient absolument pas. Ce cinéma reste une industrie avec des recettes industrielles éprouvées qui permettent de produire à la chaîne, qui standardisent jusqu'à la richesse et la complexité de vies humaines qui risqueraient de bousculer un peu trop les certitudes confortables du public. Pourtant, il y a tout à fait moyen de sortir des normes établies des biopics en se reposant précisément sur cette richesse, même formellement. Bon, j'ai évoqué Rocketman qui a le mérite de faire des choses un peu oniriques, même si c'est quand même globalement sur les rails habituels. Il y a bien sûr ce truc de Robbie Williams dont tout le monde parle, mais ça a beau prendre le parti audacieux d'un singe numérique, c'est vendu sur la trame, le gars il est différent, c'est un outcast, il est submergé par son énorme succès, enfin blablabla. Pourtant, prenez A Complete Unknown, le biopic très classique de James Mangold sur Dylan, et comparez-le avec I'm Not There. Alors là, niveau démarche formelle, c'est le jour et la nuit. I'm Not There, c'est absolument pas chronologique, Dylan y est joué par plein d'acteurs et d'actrices, dont Cate Blanchett qui accomplit l'exploit d'être la plus ressemblante, et ils incarnent même pas différentes périodes, mais différents aspects de sa vie et de sa légende. Le tout mis en scène de manière différente, il y a un faux docu, de fausses images de concert, un interrogatoire même, et y compris des trucs genre des histoires sur son enfance qu'il a racontées pour construire sa mythologie, où il est joué par un gamin afro-américain qui se fait appeler Woody Guthrie, en référence à un des grands précurseurs de Dylan, hein. Guthrie, c'est ce gars basé qui avait la guitare avec marqué « Cette machine tue les fascistes », et dans une autre il s'appelle Arthur Rimbaud, et juste il sort des trucs philo, et dans encore une autre c'est carrément un western en référence à un film dont il a fait la musique, enfin bref, c'est méga perché, méga précis, méga référencé. Sans doute trop si vous voulez apprendre des trucs sur la vie de Bob Dylan, mais ça montre qu'on peut parler d'une personne réelle et d'un artiste en plus d'une manière plus poétique et plus originale. Les meilleurs récits biographiques, là c'est les séries de Philippe Collin sur France Inter. C'est trop bien. En fait, ils font des récits d'une personne, d'une grande personne, mais dans les meilleurs, c'est genre Léon Blum, trop bien, Pétain, trop intéressant aussi, Leclerc aussi, trop intéressant. Ce qui est génial, c'est que ça raconte toute l'époque et tous les trucs qu'il y a autour. Ils ont compris qu'en fait, il fallait parler du monde à travers de la personne.
et c'est beaucoup plus intéressant, même si des fois il tombe un peu dans des trucs de storytelling. Pétain, il y a un épisode littéralement c'est Pétain énorme baiser, et genre il parle que de ces histoires, même si c'est un peu intéressant parce que t'as le côté, comme beaucoup en fait de fachos, hein, ils vendaient la famille traditionnelle et tout machin, alors qu'en fait c'était un énorme queutard. Enfin voilà, que des trucs comme ça, donc t'apprends plein de trucs, et en plus c'est hyper bien raconté. Une fois tout ça dit, on pourrait se poser la question différemment. Est-ce que finalement ces destins-là, en vrai, dans la vraie vie, ils suivraient pas eux-mêmes un peu toujours les mêmes tropes? C'est-à-dire que on est d'accord, pour être l'objet d'un biopic, faut déjà avoir atteint une position qui donne le droit à un biopic. Et les mécanismes qui font que, en vrai, la société sélectionne ces destins-là via des systèmes de starification, de glorification, de cooptation, de storytelling, de marché, etc. Et ben, ces mécanismes, ils se reflètent à leur tour dans les biopics. Oh, and also, your name's not Robert anymore. It's Robbie. D'où le fait qu'ils sont parfois critiqués pour la reproduction de biais existants dans la société elle-même, comme ces fameuses femmes qu'il y a derrière chaque grand homme, et qui sont souvent réduits à des rôles supports, d'intérêt romantique, voire à des collections de conquêtes, moyens supplémentaires de glorifier nos énormes baisers. Les biopics procèdent de ces mêmes visions du monde que ces mises en récit viennent renforcer dans l'imaginaire, une superstructure d'idées et de représentations qui vient justifier l'infrastructure concrète qui l'a produite. Vous voyez où je veux en venir ? Une vision des êtres d'exception, de l'histoire par les grands hommes, etc. Qui fait que le biopic est le genre par excellence du biais du survivant, ce travers psychologique qui tire une généralité disproportionnée à partir de ce qui a réussi, de ceux qui ont réussi. Comme si la loterie n'en était plus une parce qu'on ne parle que des gagnants. On fait pas de biopic sur la meuf qui s'est pas rendue au casting pour le rôle de sa vie parce qu'elle devait s'occuper de ses gamins, ou sur le type qui balayait la salle de boxe de Mohamed Ali, ou sur les suicidés des usines Foxconn qui assemblaient les téléphones pour Steve Jobs. C'est pourtant la multitude des vies de beaucoup de gens, mais on n'y voit pas de belles histoires justement parce qu'elles ressemblent à celles de trop de gens. On fera un biopic sur Chris Kyle et pas sur l'homme qui a tué Chris Kyle. Oh bah... Alors, j'adore cet exemple parce que Chris Kyle, c'est le type dont Clint Eastwood a tiré American Sniper, qui est vraiment un film globalement à la gloire de cette figure de soldat qui a dû voir et faire des choses horribles, et qui est vraiment une figure héroïque américaine, ou un boucher médiatique de propagande et un tueur de masse, mais bon, sans surprise, Eastwood, il est plus sur le premier truc. Et le film s'achève sur le fait qu'il ait été tué par un autre vétéran, qu'on verra même pas avant un générique de fin composé d'images réelles d'hommage à son enterrement. Et ben, le bon Fabien Nury et le dessinateur Bruno ont fait cette BD qui, au contraire, met en miroir les vies de ces deux soldats traumatisés des guerres impérialistes au profil et parcours totalement différents. Et juste faire ça, ça change toute la vision de la chose. C'est les mêmes gens, et pourtant, ça n'est plus la même histoire. C'est donc tout à fait possible, et ça peut donner des histoires géniales. Regardez Inside Llewyn Davis des frères Cohen, sur un musicien de génie qui galère et passe perpétuellement à côté de la gloire. Ça casse totalement la fable habituelle en montrant des trucs genre le gars qui choisit de se faire payer cash tout de suite plutôt qu'en droit d'auteur après, parce qu'il doit payer son chauffage là, maintenant, et boum, le morceau c'est un tube et il touche rien dessus. Et précisément parce que ça change de la recette habituelle, le film n'en est que meilleur. Mais en fait, c'est comme Rocky, hein, pour citer un truc très célèbre, il perd Rocky. Sauf que, dans ces deux cas-là, bien que ce soit inspiré de personnes réelles, ils en ont fait des personnages fictifs. C'est un peu la tombe du soldat inconnu du biopic. D'une certaine façon, je suis moins intéressée par le poids et les convolutions du cerveau d'Einstein que par la quasi-certitude que des gens de même talent ont vécu et sont morts dans la misère des champs de coton et des ateliers. Alors, attention cependant, les biopics ne tentent pas pour autant à mettre en avant l'histoire de personnes dont la position était trop confortable. Ça fait pas des histoires très séduisantes, même si ces derniers ont plus les moyens que les autres pour romantiser leur vie. Non, faut qu'ils en aient chié un max, sinon on s'emmerde. Bruce Wayne, il intéresserait personne si ses parents s'étaient pas fait buter pour qu'il devienne Batman. Mais faut pas oublier un truc important, nous qui avons la haine de la réussite et qui faisons rien qu'à critiquer la notion de mérite. En vrai, même les gens qui ont bénéficié d'avantages très sérieux
que, souvent, dans leur ressenti à eux, ils en ont vraiment chié. Peut-être vraiment ils ont bossé comme des dingues, ou ils ont surmonté des drames, et ils ont flippé en prenant un risque, etc. Eux, c'est ça qu'ils ont vécu dans leur chair, dans leur subjectivité. Donc, à un niveau presque intime, ils vont avoir du mal à comprendre qu'on leur dise « t'as eu que de la chance, tout a été donné sur un plateau d'argent ». Du coup, ils se sentent niais dans leur parcours personnel plutôt que dans ce qui compte vraiment, qui est la critique du tableau général systémique. Habiter dans une tour de luxe, avec vue sur le parc, c'est pas être orphelin. Tu veux savoir ce que c'est être orphelin? C'est des dortoirs à 30 gamins qui à 12 ans sont déjà accros au collyre pour endormir la douleur. Et c'est un bébé qui meurt tous les hivers parce qu'il fait un froid de gueux. Mais oh non. Parlons plutôt du pauvre milliardaire qui a perdu son faux cul de père parce que le fric au moins ça fait passer la pilule, n'est-ce pas? Et ça, c'est encore plus violemment vécu par ceux de ces winners qui viennent de positions vraiment les moins privilégiées, de nier quelque part leur mérite alors que justement, ils en ont encore plus chié que les autres. Du coup, c'est ce qui fait du biopic un genre qui, structurellement, adore les transfuges de classe. Récits de transfuges de classe qui, pour les mêmes raisons, sont devenus très à la mode en librairie. Et que le biopic, en tant que produit de cette vision du monde qu'il met en mythologie, à travers les fameux tropes qu'on a évoqués, est la fable méritocratique par excellence, puisqu'il se présente pas comme une fable, c'est vrai, c'est la vraie vie de machin bidule. La première chose, c'est donc de comprendre que non, ça a beau être vrai, c'est une fiction. Des fictions, une mythologie avec ses codes et ses archétypes au même titre que des mythes comme celui de l'entrepreneur. Pas tant parce que ce que ça dit serait faux, même si souvent c'est quand même un peu le cas, mais pour ce que ça choisit de ne pas dire, de ne pas montrer. Et ensuite parce qu'on peut s'en saisir pour remettre en lumière celles et ceux que la grande histoire a ignorés, même si ça demande un effort et un risque un peu plus grand que de se contenter de passer derrière elle. Qui a construit Thèbes aux 7 portes? Dans les livres, on donne les noms de rois. Les rois ont-ils traîné les blocs de pierre? Le jeune Alexandre conquit les Indes. Tout seul, César vainquit les Gaulois. N'avait-il pas au moins un cuisinier avec lui? Tant de récits, tant de questions.